Série de roquettes tirées sur le sud d'Israël cet après-midi. À quelques heures de la fin théorique de la trêve, l'armée israélienne a riposté. La délégation israélienne a été rappelée par le gouvernement israélien. Elle quitte donc les négociations au Caire. En Irak, vaste offensive de l'armée pour tenter de reprendre la ville de Tikrit aux djihadistes de l'État islamique. L'aide humanitaire continue également d'arriver pour une population de réfugiés estimée à plus de 500 000 personnes. Le calme ne revient toujours pas à Ferguson aux États-Unis, ville secouée par des émeutes raciales après la mort d'un jeune noir tué par un policier. Plusieurs blessés par balle la nuit dernière lors de violents affrontements. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, on est ensemble pendant 1h30 avec évidemment une grande place accordée ce soir à la trêve toujours plus fragile entre Israël et le Hamas, trêve qui a été rompue cet après-midi par une série de tirs de roquettes. On va y revenir largement. Je salue dans ce studio Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir. Ambassadeur d'Israël. Gilead Sher, bonsoir également, bonsoir. Ancien directeur de cabinet du Premier ministre. Alors, on va parler avec vous évidemment de ces derniers développements qui compliquent singulièrement les négociations qui se déroulent en ce moment même au Caire, où l'on parle même d'un rappel de la délégation israélienne ce soir d'Égypte vers Israël. وافقنا على التمديد ليوم واحد فقط. لم نتفق حتى اللحظة على أي بند بشكل نهائي. We hope they can reach an agreement today and move to a sustainable ceasefire. לא מספיק שיהיה רק כוח, יש לנו הרבה כוח. צריך גם הרבה אורך רוח. The hopes of the people in Gaza for a better future and the hopes of the people in Israel for sustainable security rest on those talks. Le nouveau cessez-le-feu devait expirer dans quelques heures, mais il a donc été rompu cet après-midi par deux séries de tirs de roquettes, d'abord visant Beersheva, sans faire ni victime ni dégâts, et puis ensuite la région de Netivot, là où le système d'hommes de fer a dû entrer en action pour intercepter au moins deux missiles qui se dirigeaient sans doute donc vers des zones habitées. En réponse, l'armée israélienne a riposté en ciblant des visées terroristes cet après-midi donc sur la bande de Gaza, au moins 25 cibles et quelques blessés selon un tout premier bilan. On retrouvera notre envoyé spécial dans un instant à la frontière, mais tout de suite une première réaction officielle, celle du porte-parole du gouvernement, Marc Regev. Les tirs de roquettes contre la ville de Beersheva sont une violation grave et directe du cessez-le-feu auquel le Hamas s'est engagé. C'est le 11e cessez-le-feu que le Hamas a rejeté ou violé et cela doit être clair. Si une des parties viole le cessez-le-feu, l'autre partie n'est plus obligée de le respecter. Voilà, et à l'instant, une information fait état d'un nouveau tir de roquette sur une zone non habitée, non loin de la ville d'Ashdod. Alors, Gilead Sher, est-ce qu'à votre avis, on est là dans un processus, on va dire, entre guillemets, normal de négociation qui bloque et donc le Hamas qui essaie de mettre la pression, ou est-ce qu'on repart peut-être vers une nouvelle escalade? Malheureusement, c'est une pratique qui caractérise le comportement palestinien plusieurs fois. Vous l'avez bien entendu, 11 cessez-le-feu, tous violés par le Hamas, encore un de plus. Donc quand on n'aboutit à rien autour de la table des négociations, on essaye de voir si on peut faire mieux par le terrorisme, par la violence, par le tir sur le territoire israélien, atteindre si possible des cibles civiles israéliens. Vous savez, c'est encore un tour de force du Hamas. Je crois que la situation est très fragile, mais on va reprendre les discussions.
Si pas aujourd'hui, peut-être demain, jour d'après. Et donc il y aura, à votre avis, un nouveau cessez-le-feu. On parlait peut-être d'arriver à un accord pour un cessez-le-feu d'une période très longue pour permettre à ces discussions d'avancer. Eh bien, nous n'avons pas eu de période très longue. Le plus long cessez-le-feu était de 5 jours. Et c'est justement ce que le Hamas voulait. Il voulait nous mettre dans une boîte, de 3 jours ou de 5 jours ou d'1 jour comme aujourd'hui, pour faire pression sur nous. Cela n'a apparemment pas réussi. Donc, tir de roquettes du Hamas, c'est déjà un rituel que nous connaissons chaque fois, comme ça a été dit, ils ont rompu tous les cessez-le-feu. Et la question se pose, pourquoi Israël est-elle dans cette situation où nous devons attendre du Hamas qu'il respecte le cessez-le-feu? Nous devrions être dans une situation où le Hamas devrait plaider pour un cessez-le-feu. Il ne faut pas oublier qu'Israël est une grande puissance régionale. Le Hamas, c'est une bande de terroristes, bien organisés, militants, ils se battent, mais c'est une bande de terroristes. Je crois que nous n'avons pas pris l'avantage que nous aurions dû prendre et que nous avons mal compris la logique du Hamas, parce que le Hamas a reçu un coup terrible pendant cette guerre, un coup terrible. Regardez Gaza. Et ils ont perdu 1000 combattants. Un coup terrible. Ils ont que le tiers de leurs roquettes. Leurs tunnels ont été découverts. Et pourtant, apparemment, ce n'était pas assez. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous devons forcément revenir à l'idée d'une attaque terrestre. Ça ne veut pas dire ça. Et je suis assez d'accord avec M. Cher que dans la logique où nous sommes maintenant, il est très possible que les négociations reprennent dans 2-3 jours ou une semaine ou je ne sais pas quoi. Mais encore une fois, il faut qu'Israël pense comment se sortir de cette situation stratégique où nous sommes dépendants de la bonne volonté du Hamas. C'est une situation absurde et je crois que le Premier ministre et le cabinet devront se pencher sur cette question. Alors justement, on va en parler avec vous. Le temps de retrouver à la frontière justement entre Israël et Gaza notre envoyé spécial Léa Berdugo pour faire donc un point sur une situation que l'on disait calme effectivement depuis plusieurs jours, mais qui s'est de nouveau dégradée fortement aujourd'hui. Léa Berdugo, bonsoir. On fait un rappel avec vous de ce qui s'est passé cet après-midi et en début de soirée. Oui, alors il y a quelques minutes maintenant, une roquette a été lancée depuis la bande de Gaza sur la ville d'Ashdod et selon la télévision israélienne, cette roquette serait tombée dans un terrain vague. Un peu plus tôt, 2 roquettes ont été lancées depuis la bande côtière et ont été interceptées au-dessus de la ville de Netivot. Encore dans l'après-midi, quelques heures donc avant la fin du cessez-le-feu, plusieurs missiles ont été lancés depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël. 2 sont tombés dans un terrain vague à côté de Beersheva. Une autre est tombée dans un terrain vague également, mais dans la ville de Netivot. Un obus de mortier a également visé la ville de Sdot Negev à la frontière avec la bande de Gaza. Alors donc dans l'après-midi, les violences ont repris. Alors ces tirs ont entraîné 2 réactions de la part de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre a ordonné à l'armée israélienne de mener des frappes sur la bande de Gaza du nord au sud de la bande côtière. Environ 10 frappes ont été menées par l'armée israélienne dans le cours de l'après-midi. Donc Benjamin Netanyahou qui a demandé à l'armée de continuer donc ses frappes sur la bande de Gaza, mais il a eu également une autre réaction. Il a ordonné à la délégation israélienne présente au Caire donc pour les négociations avec les Palestiniens de quitter cette délégation. La délégation serait actuellement encore présente au Caire, mais on ne sait pas pour combien de temps. Léa, un mot justement sur les accusations portées par le Hamas finalement qui vise Israël et qui accuse finalement les Israéliens de bloquer les négociations en ne faisant aucune concession. Oui, le Hamas donc donne cette accusation envers Israël. Alors on a eu vent d'éventuels progrès entre Israël et le Hamas. La presse israélienne parle d'un document qui serait signé donc aujourd'hui à la fin du cessez-le-feu, mais ces dires étaient donnés avant ces tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza. Selon certaines sources donc de la presse israélienne, un cessez-le-feu serait signé ce soir avant un cessez-le-feu
cessez-le-feu un peu plus long d'1 mois pendant lequel seraient discutés les points cruciaux, importants donc des demandes du Hamas et des Israéliens. Par exemple, la levée complète du blocus de la bande de Gaza, la restitution des corps des soldats israéliens tués à Gaza et également la création d'un port à Gaza, puisque le Hamas demandait également la création d'un aéroport, mais cette demande semble ne pas avoir de réponse envers le gouvernement israélien. Vraisemblablement n'accédera pas à cette demande, donc des sources divergences quant au contenu des négociations, des détails qui n'ont pas beaucoup filtré donc sur le contenu des discussions entre Israël et les Palestiniens au Caire. Merci Léa Berdugo. On vous retrouvera un petit peu plus tard. Le temps donc de signaler que la plupart des villes du sud et du centre d'Israël se remettent donc ce soir en procédure d'urgence avec réouverture des abris publics. Alors Gilead Cher, les Égyptiens essaient de faire pression ce soir pour que tout le monde finalement reste autour de ces négociations. Est-ce qu'à votre avis, Israël se montre trop ferme? Est-ce que c'est ça finalement qui agace le Hamas? Et est-ce qu'Israël a raison d'ailleurs de se montrer ferme dans ces négociations? Tout à fait. D'ailleurs, ce que je vois, c'est qu'il faut faire quand même une très claire distinction entre 3 domaines qui se mélangent un peu dans ces négociations. Il y a le domaine, si vous voulez, humanitaire, civil. Il y a un deuxième domaine qui est le domaine de sécurité, antiterrorisme, etc. Les tunnels, vous voyez, les roquettes, etc. Et il y a le troisième qui est la politique, le domaine politique, donc les issues de cœur, si vous voulez, du conflit. Si vous voulez, quand on essaye d'introduire, comme le fait Hamas, quand on essaye d'introduire des issues du statut final ou de l'accord d'intérim de 1995, si vous voulez, le port et l'aéroport, etc. C'est pas ce qu'on discute maintenant. Regardez la composition de la délégation israélienne. Ce n'est pas une délégation politique. On essaye de retrouver une certaine normalisation pour la bande de Gaza qui aura un certain équilibre entre l'aide humanitaire, le retour à une vie civile plus ou moins normale des deux côtés de la frontière. Alors pourquoi mettre, si vous voulez, des obstacles devant ce véhicule qui essaye d'avancer? Ce n'est pas Israël qui le fait. Ouais. C'est très clair. Ouais. C'est aussi votre avis, Avi Pazner? On se trompe un peu là dans les objets de ces négociations là ce soir? Absolument. Parce que ces problèmes sont des problèmes qui durent depuis 20 ans, qui peut-être vont durer encore 20 ans, et on ne va quand même pas se battre pendant 20 ans avec le Hamas. Ça va pas. Mais il y a une chose importante qui n'a pas été mentionnée, je crois, par Léa Berdugo, c'est la demande d'Israël de la démilitarisation de la bande de Gaza. Ce n'est pas une demande nouvelle. D'ailleurs, quand le Premier ministre, quand Netanyahou parle de la création d'un État palestinien qu'il dit favoriser, il parle toujours d'un État palestinien démilitarisé. Et on le comprend mieux, peut-être même si certains le critiquent pour cela, mais on comprend mieux l'idée quand on voit ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire, Gaza, c'est comme un État, ok? C'est pratiquement un petit État, ok? C'est un État enclave au milieu d'Israël, armé jusqu'aux dents. Ils avaient 9000 roquettes et missiles. Ils ont des milliers de tunnels, à Gaza même, 32 qui vont vers Israël. C'est une puissance, bon, pas comparable à celle d'Israël évidemment, mais c'est une puissance militaire. Donc, ces problèmes de démilitarisation et de ports et d'aéroports, ça, il faut laisser pour le futur. Quand on va négocier, comme j'espère qu'on va négocier avec l'autorité palestinienne, on parlera de ces problèmes. Maintenant, il faut arriver à un cessez-le-feu. Et là, j'aimerais ajouter qu'Israël a été extrêmement généreuse de ce que je sais de ces négociations sur le plan humanitaire. Okay? Il y a eu vraiment une ouverture humanitaire vers Gaza. C'est-à-dire, nous ne voyons aucune raison que les populations civiles de Gaza souffrent. Donc, on a déjà accepté plus de camions, plus de passages. Sur ce plan-là, nous sommes très avancés. Le Hamas cherche autre chose. Malheureusement, il ne comprend encore pas bien la situation. Et j'espère qu'il ne faudra pas encore un round pour qu'il la comprenne. Est-ce que l'Égypte, à votre avis, peut avoir une influence là ce soir? On sait qu'Abbas, Mahmoud Abbas va se rendre au Qatar en fin de semaine. Est-ce que l'Égypte, pour vous, ce soir, peut
jouer un rôle justement pour remettre ces négociations rapidement sur les rails? J'espère bien. Parce que, si vous voulez, nous ne voulons pas voir la souffrance des citoyens ou des civils à Gaza. Le Hamas profite quand il souffre et il profite quand il ne souffre pas. Mais Israël n'a aucun intérêt à les voir souffrir. Et donc, aussitôt que possible, il faut reconstruire la bande de Gaza. Pour nous, donc, l'Égypte est un facilitateur, si vous voulez, ou un go-between, ouais, un médiateur qui peut quand même faire avancer les négociations entre Israël et Hamas et voir quand même une certaine période de cessez-le-feu prolongé pendant laquelle on pourra discuter des issues qui sont un peu plus profonds et les contentieux, si vous voulez, qui existent. Comme l'a dit, vient de le dire l'ambassadeur Pazner, 20 ans et peut-être encore une vingtaine d'années, j'espère que non. Mais quand même, l'Égypte, à ce point-là, est tout à fait, si vous voulez, le médiateur qui peut faire le travail. Je suis complètement d'accord avec le point que M. Cher vient de soulever à propos de l'Égypte. Mais il y a quand même une grande absente ici. Et cette grande absente, c'est les États-Unis. Alors, c'est vrai que Kerry a essayé, mettons qu'il n'a peut-être pas exactement bien compris la situation, qu'il a été peut-être entraîné par un enthousiasme positif, et puis il y a une réponse israélienne qui, à mon avis, n'aurait pas dû être comme elle est, mais il faut mettre ça de côté. Je crois qu'il est impératif, à long terme, de faire entrer les États-Unis dans cette équation. Je crois que c'est impératif. L'Égypte a un rôle principal maintenant. Et l'Égypte comprend bien la mentalité. Ils nous comprennent bien, nous aussi. Ils nous connaissent bien maintenant, les Égyptiens. Surtout, ils connaissent bien la mentalité des Palestiniens, du Hamas, qu'ils abhorrent. Mais je crois qu'à long terme, ce n'est pas suffisant. Et il faudra des garanties américaines sur certains volets de l'accord qui va être fait, je l'espère, je ne sais pas quand, mais qui va être fait. Donc j'espère qu'Israël saura attirer encore une fois la sympathie américaine à l'égard de ses efforts et une participation américaine, à mon avis, serait la bienvenue. Alors effectivement, on parle d'un retour de John Kerry en visite dans la région, mais il n'y a pas encore de date. On va s'intéresser donc à ces accords qui sont en train de bloquer, en tout cas, ces points de désaccord qui sont en train de bloquer le progrès des négociations en cours au Caire. Résumé de la situation tout de suite avec Léa Berdugo. Malgré quelques soubresauts, le cessez-le-feu touche à sa fin et les observateurs attendent toujours un accord entre Israël et le Hamas. Hier soir au Caire, il a été décidé de l'extension de la trêve pour une durée de 24 heures. Nous étions sur le point de parvenir à un accord, mais le médiateur égyptien est intervenu au dernier moment et a demandé aux deux parties de prolonger le cessez-le-feu de 24 heures pour poursuivre les négociations. Les médiateurs égyptiens pressent donc les deux parties de mettre un terme au conflit, au cours duquel 2000 Palestiniens et 67 Israéliens sont morts. Mais pour l'instant, peu de détails filtrent des négociations. Selon des sources citées par la presse israélienne, un accord pourrait être signé à la fin de cette trêve, mais il s'agirait d'un accord à minima. Les points cruciaux d'un accord plus large entre Israël et le Hamas seraient discutés plus tard, sûrement au cours du mois suivant la signature du premier document. Parmi ces points fondamentaux, la levée complète du blocus de Gaza, le rapatriement des corps de soldats israéliens tués et la construction d'un port. Le Hamas revendique aussi la création d'un aéroport, mais cette demande a très peu de chances d'être acceptée par Israël. À Gaza, on se prend à espérer. On revendique la réouverture des passages et la fin du siège. Nous voulons vivre comme tous les peuples du monde. Nous voulons que nos enfants vivent à l'instar de leurs congénères dans les autres pays. Notre vie ici a moins de valeur que la vie ailleurs. Les Israéliens attendent eux aussi une paix durable, mais pour l'instant, ils louent les mérites d'un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est une bonne chose pour les deux parties afin de réfléchir à ce que nous pouvons faire désormais. C'est le moment de s'asseoir, de réfléchir et non de tirer. S'il est acté, un cessez-le-feu prolongé d'un mois permettrait pour les Israéliens et les Palestiniens d'éloigner le spectre d'une reprise violente des combats.
Voilà, cessez-le-feu donc de plus en plus fragile ce soir, puisque de nouvelles alertes ont retenti dans des villes du sud. Quand vous parlez donc d'une roquette qui est tombée tout près d'Ashdod, ville importante portuaire, pas très loin aussi de Tel Aviv. Alors, Gilad Shaer, finalement, on se dit que la demande du Hamas aujourd'hui principale, qui était celle de faire lever ce blocus, finalement Israël, qui pourrait l'accepter, perdrait à votre avis la face si c'était le cas? Est-ce qu'Israël serait considéré comme vaincu en acceptant finalement d'alléger ou de faire disparaître ce blocus? Non, pas du tout. Puis c'est vraiment pas le point principal. Je pense que Israël est prête à faire un allègement sur la clôture, si vous voulez, mais qui sera assujetti à un certain contrôle ou des conditions. Contrôle, supervision, si vous voulez, il y aura des étapes, etc. Mais on est tout à fait prêt à le faire. Seulement, ils exigent, si vous voulez, des sujets de très très long terme qui soient mis aussi à une certaine discussion. C'est pour ça que, d'ailleurs, les Égyptiens, je pense, essayent d'encadrer, si vous voulez, les négociations sur les sujets immédiats et mi-terme, pas long terme. Et c'est pour ça que je pense que l'Égypte pourrait quand même reprendre, bien que c'est reparti, il y aura des représailles proportionnées, tout à fait conformes au droit international d'Israël, tout à fait mesuré, mais c'est un cercle vicieux qu'il faut quand même briser quelque part, et c'est les Égyptiens, avec les États-Unis, qui peuvent le faire, et d'autres d'ailleurs, d'autres acteurs régionaux qui sont prêts à, si vous voulez, soutenir l'Égypte dans cet effort. D'où la visite de Mahmoud Abbas au Qatar cette semaine. Comment il faut l'interpréter, Avi Pazner? Il va chercher quoi là-bas dans son soutien? Premièrement, vous savez que Mahmoud Abbas a été presque victime d'une révolution de la part du Hamas. Hier, nous avons arrêté 90 militants du Hamas qui pensaient faire une révolution contre Mahmoud Abbas, avec lequel il partage maintenant un gouvernement. Donc, je me dis bien que cette rencontre entre Mahmoud Abbas et Khaled Mashal sera peut-être un peu houleuse, ok? Je m'imagine, parce que, en fin de compte, Mahmoud Abbas, c'est quelque chose, c'est un élément positif dans cette équation. Khaled Mashal, c'est peut-être le pire du négatif. Et à propos de cela, il y a un point de principe. Il est très important que le Hamas ne sorte pas victorieux des négociations après qu'il a perdu sur le champ de bataille. Okay? On ne peut pas accepter un prix pour l'agression. Il ne faut pas l'oublier, il faut le répéter. Nous sommes les agressés ici. Okay? On tend à l'oublier quand on voit ces images terribles sortant de Gaza. Nous sommes la partie agressée. Nous sommes la partie qui n'a pas voulu cette guerre. Okay? Donc, il ne faut pas qu'en fin de compte, autour de la table des négociations, il puisse y avoir une situation où l'agression paye. Okay? Alors, c'est vrai qu'il y a eu effectivement ce coup de filet, vous en parliez, de membres du Hamas en Cisjordanie, en train donc de préparer des attentats, mais également peut-être un coup d'État au sein de l'autorité palestinienne. C'est en tout cas ce que laisse à penser l'enquête menée par les services de sécurité intérieure israéliens. Explication tout de suite en image avec ce sujet de Maxime Pérez. Le spectre d'une troisième intifada en Cisjordanie, une menace désormais concrète pour Israël et surtout pour l'autorité palestinienne. D'après le Shabak, des émeutes comme celle du mois dernier au checkpoint de Kalandia devaient éclater en plusieurs points névralgiques de Cisjordanie et servir un but, déstabiliser puis renverser le pouvoir de Mahmoud Abbas. Un véritable complot du Hamas, affirme le service de renseignement israélien. Avec l'aide de l'armée, pas moins de 93 militants islamistes ont été appréhendés ces dernières semaines. Un coup de filet mené dans les fiefs du Hamas en Cisjordanie, à Hébron, Jenin, Jérusalem-Est, mais aussi au cœur du pouvoir palestinien, à Ramallah. Au cours de cette opération, les forces de sécurité israéliennes auraient également saisi des dizaines d'armes, dont plusieurs lance-roquettes, un armement arrivé par voie de contrebande via la Jordanie, dont les services de renseignement auraient été informés du plan du Hamas. Un plan en deux temps qui prévoyait également une série d'attentats anti-israéliens et contre des symboles de l'autorité palestinienne.
Chez les proches du Fatah, ces informations laissent pourtant sceptiques. Aujourd'hui, le Hamas est tellement populaire que si des élections devaient avoir lieu, il obtiendrait 100% des suffrages. Il n'y a aucun débat là-dessus. La Cisjordanie voit le Hamas comme un sauveur. Des moudjahidines qui ont frappé Israël et qui ont forcé les Israéliens à se réfugier dans les abris. Après avoir été chassé de Gaza en 2007, le Fatah vit dans la hantise d'un nouveau coup de force du Hamas en Cisjordanie. Ces dernières années, la police palestinienne a veillé à mater toute émergence politique du mouvement islamiste. D'abord silencieux, le président palestinien Mahmoud Abbas a fini par réagir. Il aurait demandé l'ouverture d'une enquête devant ce qu'il considère comme une menace pour la réconciliation palestinienne. Alors effectivement, il y aura une rencontre Abbas et Meshal, on vous l'a dit jeudi au Caire. Gilead Cher, est-ce qu'à votre avis, tout cela est plausible? Est-ce que le Hamas aurait intérêt à renverser aujourd'hui le pouvoir en place du Fatah? Mais c'est assez évident que c'est ce qui s'est passé en Cisjordanie, d'ailleurs à Judée et Samarie, et pas à Gaza. C'est assez évident. Ça a été bien intercepté, on a arrêté ça, mais il y a un langage pour ce gouvernement de réconciliation interne, et il y a un autre langage qui est un peu moins entendu, et c'est le langage du terrorisme interne palestinien entre Hamas et le Fatah qui gouverne pour l'instant. Vous voyez, donc c'est un problème qui pourrait éventuellement avoir beaucoup d'effets sur ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens. Ouais, mais il y aura des élections cette année, générales, organisées par les Palestiniens, avec le risque de voir le Hamas effectivement être majoritaire. Il n'y aura pas d'élection. Je crois que nous avons payé un prix très cher en 2005-2006 sous la pression de George W. Bush, qui, après le retrait de Gaza, avait demandé à Israël de tenir des élections démocratiques. Et malheureusement, Sharon a accepté. Et le Hamas a gagné. Et vous voyez le résultat aujourd'hui de ce qui se passe quand le Hamas gagne. Je ne crois pas dans la situation actuelle qu'il y aura des élections, même si je ne crois pas non plus ce que le commentateur a dit tout à l'heure, que s'il y a des élections, le Hamas reçoit 100% des voix en Judée et Samarie. Il suffit aux habitants de la Cisjordanie de voir ce qui se passe à Gaza pour ne pas voter Hamas. Peut-être oui, ils sont fiers, ils sont ça, mais quant à voter Hamas maintenant, non. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura des élections. D'ailleurs, Mahmoud Abbas sera très content s'il n'y a pas des élections. Merci beaucoup Avi Pazner, merci Gilead Cher, merci à tous les deux d'être venus commenter donc cette situation encore très volatile ce soir, on l'a compris, trêve rompue, nouvelles alertes au tir de roquettes et négociations sur le point d'être suspendues au Caire. On en reparle évidemment un petit peu plus tard tout au long de ce grand direct. Dans un instant, on s'intéressera à la situation en Irak. Merci messieurs, à tout de suite. Série de roquettes tirées sur le sud d'Israël cet après-midi et ce soir, notamment sur la région d'Ashdod. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts. La trêve était censée expirer dans quelques heures. L'armée israélienne a riposté et visé plusieurs cibles terroristes dans la bande de Gaza. Les négociations au Caire sont évidemment suspendues. En Irak, l'armée mène une vaste offensive pour tenter de reprendre la ville de Tikrit, tenue par les djihadistes de l'État islamique. On en reparle dans un instant. Calme très précaire dans la ville de Ferguson aux États-Unis après une nouvelle nuit d'émeutes, émeutes raciales après la mort d'un jeune noir tué par un policier il y a plusieurs jours, des blessés par balle la nuit dernière lors des affrontements qui ont été violents. La situation en Irak, donc, avec aujourd'hui ce propos tenu par le grand moufti d'Arabie Saoudite. Il affirme que l'État islamique et les djihadistes sont les ennemis numéro 1 de l'islam. C'est la plus haute autorité religieuse de l'Arabie Saoudite qui s'exprime. Sur le terrain, en Irak, alors que le nombre de déplacés est estimé à plus de 500 000, eh bien, l'armée irakienne tente de reprendre aux djihadistes de l'État islamique la ville de Tikrit. Récit Julia Ganancia.
Vaste opération des forces irakiennes et des miliciens ce mardi au nord de Bagdad. Objectif, tenter de reprendre la ville de Tikrit aux mains des insurgés sunnites depuis le 9 juin. Les forces irakiennes, qui s'étaient montrées impuissantes à freiner l'offensive de l'État islamique début juin, ont fait de Tikrit la principale cible de leur riposte. Depuis 10 jours, les forces kurdes et gouvernementales, fortes de l'appui de l'aviation américaine, contre-attaquent. Dimanche, ils ont repris le barrage de Mossoul, dont les djihadistes s'étaient emparés le 7 août. C'est le revers le plus important infligé aux djihadistes de l'État islamique depuis leur offensive fulgurante début juin. Nous sommes la force de déploiement rapide. Nous sommes ceux qui ont libéré le barrage. Personne d'autre ne devrait dire qu'ils l'ont fait. Ça fait 3 jours qu'on est ici. La situation est bonne. On l'a libéré et les Peshmerga en maintiennent le contrôle. Nous l'avons libéré et on leur a donné. Les djihadistes sont attaqués sur d'autres fronts dans le nord du pays par des combattants kurdes, aidés par des livraisons d'armes occidentales et des frappes aériennes américaines. Le président américain Barack Obama a promis de poursuivre une stratégie à long terme contre les extrémistes sunnites. En ce qui concerne l'Irak, nous continuons à voir des progrès importants dans les différentes parties de notre stratégie visant à soutenir le gouvernement irakien et à lutter contre la menace de l'État islamique. En guise de réponse, des partisans de l'État islamique menacent les États-Unis dans leur dernière campagne sur Internet. Le message est clair, nous ferons couler tout votre sang, disent-ils. Sur le plan humanitaire, l'aide aux minorités continue. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a annoncé ce mardi la mise sur pied d'une importante opération dans le nord de l'Irak pour venir en aide à 1,5 million de personnes déplacées par l'avancée djihadiste. Les défis humanitaires actuels de l'Irak sont immenses. La plupart des déplacés vivent encore dans des écoles, des mosquées, des églises, des bâtiments inachevés et ailleurs. Cette opération d'envergure par voie aérienne, maritime et routière commencera mercredi. Un pont aérien d'aide humanitaire sera établi pendant 4 jours entre la Jordanie et Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Alors, parmi les civils irakiens qui fuient l'avancée des djihadistes de l'État islamique, on vous a parlé de cette petite minorité yazidi. Et bien justement, une famille, membre de cette communauté, se trouve en Israël depuis plusieurs semaines. Elle est venue y faire soigner son nouveau-né atteint d'une malformation cardiaque. Et pour cette famille, évidemment, impossible aujourd'hui de rentrer dans le pays meurtri par la guerre. C'est un reportage de Sami Aboudia avec Pazit Danker et Leslie Rezoug. Save a Child Heart, c'est le nom d'une association caritative israélienne dont le but est de venir en aide aux enfants souffrant de maladies cardiaques. Un programme en coopération avec le centre médical Wolfson de Holon et qui rassemble de nombreux médecins afin de soigner des enfants venus des 4 coins du monde. Nous soignons de nombreux enfants au centre médical Wolfson et nous leur prodiguons des soins qui leur sauvent la vie. Les enfants viennent de pays qui n'entretiennent pas de liens diplomatiques avec Israël. Nous collaborons avec différentes ambassades pour obtenir les autorisations nécessaires aux enfants et à leurs accompagnateurs pour les faire venir en Israël afin qu'ils puissent être traités. L'association offre des soins médicaux à des enfants de nombreux pays, notamment palestiniens, mais également syriens ou tanzaniens. Et parmi tous ces enfants se trouve Wissam, ce jeune enfant irakien issu de la communauté yézidi, souffre d'une malformation cardiaque. Il a été évacué par avion vers Israël, bien loin de la terreur que sème l'État islamique dans son pays, afin d'être soigné par l'association. Je voudrais remercier cette association pour les soins qu'ils offrent à mon fils. Je remercie également le gouvernement israélien de nous avoir fourni les autorisations nécessaires pour rester ici, afin qu'il puisse recevoir son traitement. La famille de Wissam avait failli perdre tout espoir de le sauver avant que des associations de défense des droits de l'homme ne le fassent sortir d'Irak pour être soigné, une opération couronnée de succès. Il souffrait d'une grave malformation. Je dis il souffrait car il n'en souffre plus. Je crois que Dieu aime cet enfant car il a pu quitter l'Irak en pleine tourmente pour venir ici. Et nous avons fort heureusement pu lui venir en aide. Son état de santé s'est nettement amélioré. Son opération était un succès et son état est en constante amélioration. Ils sont des dizaines d'enfants comme Wissam à profiter des soins offerts par Save a Child Heart. L'association parvient à fournir des traitements inaccessibles dans de nombreux pays.
La Syrie à présent, et ce chiffre éloquent, 50 000, c'est le nombre de combattants estimés dont disposerait l'État islamique pour le seul territoire syrien. Ils en ont recruté plus de 6 000 pour le seul mois de juillet, des combattants venus de Syrie, mais parfois également de pays comme la Tchétchénie ou d'autres pays européens. La Syrie où justement on essaie d'apprendre aujourd'hui que la plupart des armes chimiques dont disposait le régime syrien ont été détruites. C'est ce qu'annonce la marine américaine qui s'est chargée de la destruction de ces armes chimiques. Leslie Rezoug. C'est la fin des opérations de destruction de l'arsenal chimique syrien selon les États-Unis. Menée sur un navire américain en Méditerranée, l'opération avait démarré en juillet sous l'égide de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le but, neutraliser les éléments toxiques remis par le régime et qui permettent de réaliser des gaz sarins ou moutarde, des armes chimiques extrêmement toxiques et qui peuvent tuer à grande échelle. Les États-Unis promettent malgré tout de rester vigilants au cas où toutes les réserves n'auraient pas été déclarées par le régime de Bachar el-Assad. Autre crainte, la possibilité que de nouvelles installations existent en Syrie qui permettraient de reprendre la production. Avec plusieurs mois de retard sur le programme entériné par la communauté internationale, la Syrie a évacué en tout un total de 1300 tonnes d'agents chimiques. Le transfert de ces armes et leur destruction ont été possibles grâce à l'adhésion syrienne à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en octobre 2013. Malgré tout, Damas avait été accusé d'avoir utilisé du gaz sarin dans une attaque ayant fait 1400 morts l'été dernier. En Afrique de l'Ouest, le nombre de victimes du fameux virus Ebola atteint désormais le chiffre de 1225. 100 cas se sont déclarés dans cette région en l'espace des 3 derniers jours selon l'OMS. Et l'un des pays les plus touchés, c'est le Sierra Leone, où le personnel médical chargé justement de traiter les patients paie lui aussi un lourd tribut. Reportage. Modupeko avait 56 ans. Ce docteur du plus grand hôpital de Freetown a contracté le virus Ebola au contact d'un malade. Il est mort en quelques semaines malgré son propre transfert vers le centre de soins d'une ONG à Kailaoun, dans l'est du Sierra Leone. Des patients voyageaient dans tout le pays quand l'épidémie a éclaté. Il était à Freetown, il s'occupait des patients et c'était compliqué de savoir comment il a été contaminé. À Kenema, région placée sous le régime de la quarantaine, l'hôpital pleure le docteur Oumar Khan. Proclamé héros de la nation pour avoir sauvé, dit-on, des dizaines de patients avant de succomber au virus qui se transmet au contact du sang ou de la sueur. Le bilan est lourd pour les personnels soignants qui travaillent sur la base du volontariat dans les unités les plus dangereuses. 15 personnes de notre personnel soignant sont décédées. Quand quelqu'un meurt d'Ebola, à ce moment-là, le virus est très virulent. Et nous sommes dans ce type de cas, nous devons manipuler des cadavres de la bonne façon afin de ne pas être infectés. L'épidémie a pris au dépourvu le Sierra Leone, l'un des 3 pays les plus pauvres du monde, déjà en manque de médecins. Le virus Ebola n'avait jamais frappé jusqu'à présent l'Afrique de l'Ouest. Emmanuel s'apprête à enterrer sa femme Rebecca, infirmière à l'hôpital de Kenema. Il leur donne des équipements de protection. Mais les équipements ne protègent pas bien. Même pour l'utilisation, la formation n'est pas bien passée. Donc il y a des victimes. Il n'y a pas beaucoup de soutien pour la famille. Il leur donne 21 jours de quarantaine. L'aide des ONG étrangères et les retours d'expérience commencent à faire effet, veulent croire les autorités. Nous les formons toutes les 2 semaines. Des formations plus fraîches, toutes les 2 semaines. Nous nous assurons qu'aucune erreur ne soit faite. Au total, 32 personnels soignants sont morts en 3 mois pour permettre à des patients de guérir. Comme cette femme, soulagée de pouvoir montrer grâce au médecin le certificat garantissant qu'elle n'est plus contagieuse. Alors en ligne avec nous, le porte-parole de la Croix-Rouge internationale, Benoît Matcha-Carpentier. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Que peuvent faire justement des organisations telles que la vôtre pour essayer d'aider les personnels locaux, les personnels médicaux locaux pour endiguer cette épidémie ? Il faut continuer ce qui est déjà en cours. C'est-à-dire que nous, on s'occupe principalement de ce qui est mobilisation sociale sur le terrain, donc avec nos volontaires. Donc on a en tout à peu près 1800 volontaires dans les 3 pays qui sont impliqués dans ce genre de travail. Donc c'est vraiment aller aux rencontres des communautés pour passer des messages de sensibilisation, passer des messages de prévention, de santé. Et puis il faut continuer à faire ça et même augmenter nos efforts là-dessus.
Donc c'est un des secteurs clés. Après, il faut s'assurer qu'on arrive à savoir où sont tous les gens qui ont pu être en contact avec des gens contaminés. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on prend en compte avec d'autres organisations, avec le CDC qui s'occupe de tout ce qui est data. Et pour justement éliminer toutes les nouvelles sources d'infection dans les pays. Est-ce que la situation sanitaire sur place facilite pour vous la propagation de l'épidémie, ou est-ce que des mesures efficaces ont pu être prises? Bien sûr, on arrive dans un contexte qui est déjà assez compliqué, avec effectivement des structures sanitaires qui sont pas au mieux, avec des systèmes de surveillance sanitaire qui sont pas au mieux non plus. Donc effectivement, c'est forcément un terrain plus propice pour une propagation. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait depuis le début et qu'il faut continuer, qu'il faut réussir à soutenir dans la durée. C'est ce qui va être compliqué parce qu'on n'est pas au bout de l'épidémie du tout. Donc il va falloir s'assurer que tout ça se fait qu'on va pouvoir monter au niveau de la réponse et qu'on va pouvoir la faire dans la durée. Merci Benoît Matcha-Carpentier d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Croix-Rouge internationale. Aux États-Unis maintenant, la situation reste toujours préoccupante dans la petite ville de Ferguson, dans le Missouri. C'est là qu'un jeune adolescent noir a été abattu par un policier il y a de cela plusieurs jours. Une enquête a été ouverte, mais pour l'instant, elle ne permet pas d'établir les circonstances exactes de ce drame et la colère de la population reste intacte. Nouvelle nuit d'émeute la nuit dernière, affrontement violent avec la police et la garde nationale. Plusieurs personnes ont même été blessées par balle, comme nous le rappelle maintenant Daniel Ziri. Nouvelle nuit de violence à Ferguson. 6 personnes ont été blessées par balle et 31 autres ont été arrêtées lors des émeutes dans la nuit de lundi à mardi. Les forces de l'ordre ont tenté de disperser la foule avec des grenades de gaz lacrymogène. Les quelques 200 manifestants, eux, ont lancé des pierres et des cocktails Molotov. Ces heurts sont intervenus en dépit de l'appel au calme lancé par le président américain Barack Obama quelques heures plus tôt. La Maison-Blanche avait également donné l'ordre de déployer des militaires de la garde nationale à Ferguson pour épauler la police locale. La police locale qui a déclaré que des agitateurs violents se cachent dans la foule et tentent de semer le chaos. Ces actes criminels ont été perpétrés par une petite minorité de hors-la-loi. Mais ceux qui étaient présents à ces manifestations comprennent qu'il y a une dynamique dangereuse pendant la nuit. Cela permet à une poignée d'agitateurs violents de se dissimuler dans la foule, puis de tenter de créer le chaos. L'événement déclencheur peut être un jet de bouteilles, de cocktails Molotov et bien sûr des coups de feu. Les manifestants sont pacifiques et respectueux. Les manifestants n'affrontent pas la police. Ils ne jettent pas de cocktails Molotov. La petite ville du Missouri est en proie à des émeutes depuis qu'un policier blanc a abattu un jeune noir il y a 10 jours. Les circonstances de l'événement sont extrêmement controversées. Michael Brown, 18 ans, a été atteint d'au moins 6 balles, dont 2 à la tête. Aucune trace de lutte n'aurait été relevée sur la victime. Les manifestants accusent la police d'avoir fait un usage excessif de la force. En Ukraine, alors que de violents combats sont signalés encore ce soir dans les régions de Lugansk et de Donetsk, eh bien, les présidents russes et ukrainiens ont décidé de se rencontrer avec d'ailleurs des représentants de l'Union européenne le 26 août prochain. Rencontre importante, la première depuis le mois de juin, qui aura lieu dans la ville de Minsk, c'est en Biélorussie. Pendant ce temps, des milliers de réfugiés qui tentent de s'échapper des zones de combat pour gagner notamment la Russie voisine ont été pris pour cible lors de bombardements. Leslie Rezoug. L'urgence humanitaire grandit en Ukraine alors que Donetsk et Lugansk, 2 des principaux bastions pro-russes, sont privés depuis plusieurs jours d'eau et d'électricité. Ils sont près de 300 000 à avoir fui en Russie. Des tensions que les réfugiés ont de plus en plus de mal à supporter. Ce n'est pas ma guerre, je n'ai rien demandé. À ma mère non plus, on n'a rien demandé. Ni ma belle-mère, ni mon beau-père ou mes enfants. Nous avons laissé derrière nous tout ce que nous avions. Il ne nous reste rien. Sur le terrain, 15 corps de civils ont été retrouvés près de Lugansk ce mardi. Ils auraient été tués lors de l'attaque d'une colonne de réfugiés au lance-roquettes. Une attaque imputée par Kiev aux rebelles. Dans ce contexte d'urgence, la Croix-Rouge a annoncé qu'elle espérait obtenir un accord dans un futur très proche pour permettre l'arrivée du convoi d'aide russe. Et sur place, les membres de l'OSCE ont pour objectif de garantir la nature humanitaire du convoi, toujours bloqué depuis 6 jours à la frontière.
L'Ukraine et l'OTAN craignent en effet que la Russie ne transporte des armes et des munitions, des craintes corroborées par le chef de la mission de l'OSCE. Ces dernières semaines, nous avons vu une augmentation des activités militaires près des points de passage frontaliers. Nous avons vu des hélicoptères qui volent au-dessus des barrages et nous avons également remarqué qu'il y avait aussi plus de mouvements de véhicules militaires dans les environs. En tout, ce sont près de 40 000 soldats russes qui sont massés à la frontière, mais Moscou assure toujours qu'il se contente de mener des exercices militaires. En Argentine, des membres de la famille proche du pape François ont été victimes d'un accident de la route spectaculaire. Un camion a heurté le véhicule qui emportait à son bord deux petits-neveux âgés de quelques années à peine et la nièce du pape François qui a fait part évidemment de sa tristesse après ce drame. En Israël, on a beaucoup parlé lors du conflit et de l'opération terrestre à Gaza de ces soldats isolés, comme on les appelle, des soldats qui ont émigré en Israël pour s'engager dans l'armée israélienne. 2 d'entre eux qui ont été tués lors des combats à Gaza venaient des États-Unis. Et justement, Israël vient d'accueillir un nouveau contingent d'une centaine de jeunes immigrés américains ou nord-américains qui ont décidé de s'engager dans l'armée. C'est un reportage de Daniel Ziri. Gabriel Chaptaï, 19 ans, est un adolescent comme les autres, ou presque. Il est originaire de la ville de Baltimore aux États-Unis. Cela fait 1 semaine que Gabriel habite en Israël. Pour l'instant, il vit chez sa tante en banlieue de Tel Aviv, mais dans quelques semaines, il ira vivre dans un kibboutz au nord du pays. Là-bas, il apprendra l'hébreu dans un but très précis, s'engager dans l'armée israélienne. Un but que Gabriel s'est fixé il y a déjà quelques années. Il s'est toujours senti très proche du pays. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais la première fois que je suis venu ici pour ma bar mitzvah, quand je suis parti, c'était comme si quelqu'un m'avait lancé un hameçon et j'ai mordu dedans. Depuis, Israël a essayé de me ramener vers lui et maintenant je suis là. Gabriel a fait son Aliyah en compagnie de 338 autres personnes à bord d'un vol de l'organisation Nefesh Benefesh qui a atterri à l'aéroport de Ben Gurion le 12 août dernier. Parmi les passagers, ils étaient 109 à venir sans leur famille, spécialement pour servir dans Tsahal. Je dirais que ça fait environ 2 ans que je pense à faire mon Aliyah. Pour plusieurs raisons, pour la famille, pour faire partie de quelque chose de plus grand, pour l'armée. Vous savez, ça fait peur. Oui, ça fait très peur. Même avant la guerre, ça me faisait peur. Mais je savais que c'était la bonne décision et un jour, en décembre ou janvier, je me suis réveillé et j'ai décidé de me lancer. Après sa formation d'hébreu, le jeune homme fera un cours militaire préparatoire de 6 semaines pour augmenter ses chances de servir dans une unité d'élite de l'armée israélienne et devenir combattant. Malgré les récents événements en Israël et l'opération Bordure Protectrice qui a coûté la vie à 64 soldats, Gabriel reste déterminé. Ça m'a motivé encore plus. De voir les gens courir dans les abris tous les jours, toutes les heures, ça me fait vraiment mal au cœur. Je me suis senti mal que mon peuple, les Juifs, ma famille, ma grande famille, est obligé de courir aux abris. Personne ne devrait vivre dans la peur comme ça. Personne, peu importe d'où vous êtes. C'est ce qui m'a encore plus motivé pour venir faire l'armée. Je me suis dit qu'il faut que j'arrange ça. Il faut que je fasse quelque chose. Gabriel rejoindra les forces israéliennes en mars prochain. Il aura alors le statut de soldat isolé. Un statut difficile à porter, surtout en ce moment en Israël. 2 soldats isolés, eux aussi originaires des États-Unis, ont perdu la vie lors des combats à Gaza. Voilà, et puis en marge justement de ce reportage, on a appris ce soir qu'un jeune soldat israélien d'origine américaine âgé de 21 ans qui était porté disparu depuis 2 jours dans le centre d'Israël avait été retrouvé mort avec son arme de service à ses côtés. Il s'agirait, semble-t-il, d'un suicide. En tout cas, une enquête a été ouverte par la police militaire israélienne. On revient donc à la situation à Gaza tout de suite avec Daniel Haïk qui nous rejoint. Bonsoir Daniel, bonsoir. Analyste politique. Alors, situation extrêmement confuse de nouveau ce soir. La trêve doit expirer dans quelques heures, mais il y a eu ces tirs de roquettes toute la journée? Écoutez, j'ai l'impression que quelque part, d'abord le Hamas teste Binyamin Netanyahou. Il teste le gouvernement israélien, il semblerait.
on l'a dit à plusieurs reprises, que Benyamin Netanyahou s'est peut-être un peu trop empressé au cours des 2 dernières semaines depuis l'instauration du premier cessez-le-feu qui a permis le retour des forces israéliennes à l'intérieur du territoire israélien. On a eu le sentiment que Benyamin Netanyahou était trop pressé peut-être de parvenir à un accord, trop pressé de retrouver le calme et que d'une certaine manière le maintien du Hamas dans la situation actuelle lui servait parce qu'il ne voulait pas que Mahmoud Abbas reprenne la main sur la bande de Gaza, reprenne le contrôle de la bande de Gaza, et donc quelque part cette situation intéressait Benyamin Netanyahou. Le sentiment aujourd'hui, c'est que le Hamas a perçu cela comme une marque de faiblesse, comme une sorte de faiblesse de la part du gouvernement israélien, et comme il sent quelque part qu'il a le vent en poupe, qu'à travers les dernières propositions égyptiennes, eh bien, il a obtenu certains résultats, comme par exemple l'élargissement de la zone de pêche ou l'ouverture des frontières et même la possibilité d'envisager la création d'un aéroport et d'un port maritime. Tout cela, l'appétit vient en mangeant et quelque part, d'une certaine manière, il a voulu d'autres exigences, il essaye d'obtenir le maximum pour sa population, entre guillemets, et il pense qu'il peut encore faire fléchir le Premier ministre. Et quelque part, ce qui s'est passé, les tirs de ces derniers jours, de ces dernières heures en direction du territoire israélien, c'est peut-être l'occasion pour Benyamin Netanyahou de reprendre la main, de montrer que finalement il est dur. Il l'a déjà dit à plusieurs reprises, tout tir suscitera de notre part une riposte massive, et ce soir encore, Tzipi Livni, qui est l'aile gauche du gouvernement et du cabinet restreint, a affirmé qu'il faut réagir par la force contre le Hamas. Et donc aujourd'hui, on est peut-être quelque part, Benyamin Netanyahou, le cabinet restreint pourrait réagir massivement et montrer au Hamas que finalement il peut peut-être se méprendre à vouloir il joue avec le feu, et qu'il est en train peut-être de se méprendre, et qu'à force de vouloir obtenir un maximum, il risque de ne rien obtenir, parce qu'aujourd'hui on parle en Israël, on remet sur la sellette l'option de ne pas conclure un accord et de conclure, dirons-nous, un cessez-le-feu unilatéral qui permettrait à Israël de conserver une forme de marge de manœuvre assez large pour pouvoir réagir, riposter ponctuellement à toute attaque ou à toute découverte, par exemple, d'un tunnel à l'intérieur de la bande de Gaza. Merci Daniel Haïk. Alors vous parliez justement de la reconstruction en cours, envisagée en tout cas pour la bande de Gaza après l'opération militaire qui n'est pas terminée, donc on l'a bien compris ce soir. Les dégâts causés aux entreprises justement de Gaza sont importants, comme nous le relate tout de suite Johanna Citruc. Des rues désertes, des bâtiments détruits. La guerre a transformé la bande de Gaza en un champ de ruines. Parmi les décombres, cette ancienne usine de crème glacée. Son propriétaire estime avoir perdu quelques 25 millions de dollars. Mais ce n'est pas le seul perdant de cette histoire, puisque cette entreprise, plutôt rentable, employait plus de 400 travailleurs. Autour de 400 à 450 employés travaillaient dans cette usine. Maintenant, ils ont tous perdu leur emploi. L'usine a été complètement démolie et tous ces travailleurs sont aujourd'hui au chômage. Des compagnies privées et des bâtiments publics pris pour cible, soupçonnés par l'armée israélienne d'être des sites stratégiques pour le Hamas. Avec quelques 500 entreprises détruites depuis le début du conflit, le chômage pourrait bien toucher la moitié de la population active de l'enclave palestinienne. Cibler les usines affecte l'économie palestinienne. Cela va faire augmenter le taux de chômage, un taux de chômage qui dépassera peut-être les 50%. Plus de 30 000 travailleurs supplémentaires seront sans emploi après la destruction de toutes ces usines. Avant la guerre, le taux de chômage était de 41% et on dénombrait environ 180 000 personnes sans travail. Mais maintenant, c'est plutôt autour de 210 000. Cela va augmenter la pauvreté de 38 à 60%. Et même les entreprises qui n'ont pas été touchées ne peuvent pas toujours fonctionner normalement. La seule centrale électrique de l'enclave a été endommagée par des frappes de l'armée israélienne. Résultat, l'économie gazaoui, dont la croissance s'élevait à 7% en 2012 et 3% en 2013, pourrait bien cette année entrer en récession.
On va terminer ce journal avec un petit peu de fraîcheur. C'est une tradition qui vient des terrains de football américains, se faire verser un seau d'eau glacée pour célébrer une victoire. Eh bien, la pratique se répand désormais sur les réseaux sociaux à des fins caritatives. Plusieurs personnalités l'ont initié ces derniers jours. Eh bien, le patron et PDG d'i24 News a lui aussi décidé de sacrifier à cette coutume. l'Ice Bucket Challenge, c'est tout de suite en images. Daniel, we are okay? No. Okay, bye bye. The i24 News teams have nominated me for the Ice Bucket Challenge. I accept. According to the rules, I must nominate 3 others to take the ice bucket. So I nominate Prime Minister Benjamin Netanyahu, President Mahmoud Abbas, President Abdel Fattah el-Sisi. Gentlemen, I challenge you to take the ice bucket like I'm doing, and also to donate money to charity. I confirm, it's very cold. Thank you. Voilà, même en Israël où il fait très chaud, c'est quand même très froid, un seau de glace, 3 encore plus. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant, suite du Grand Direct avec un débat consacré à l'hypothèse de la levée du blocus de la bande de Gaza. A tout de suite.